Donc maintenant, on invite notre cher ami Dr Iman Gargouri, professeur en pneumologie au service de pneumologie hôpital Farhat Hached Sousse, pour nous présenter maintenant le sevrage tabagique difficile. Merci, merci. Je remercie tous les membres de l'ASTMRA pour cette invitation. Et donc là, on va passer du cas clinique facile, classique, au cas clinique un sevrage tabagique difficile. Et je n'ai aucun conflit d'intérêt. Pour commencer, c'est quoi un sevrage ou un fumeur difficile? Donc ça dépend si, pour les Américains, on parle de hardcore smoker ou heavy chronic smoker, et pour les Français, on parle de fumeurs irréductibles ou de gros fumeurs dépendants. Ce sont des fumeurs difficiles qui nécessitent obligatoirement une consultation de sevrage tabagique. Pourquoi? Parce qu'ils sont de gros consommateurs, très dépendants. Il y a ceux qui sont en échec répété lors des tentatives d'arrêt, ou ceux qui sont des gros consommateurs, ils sont satisfaits, ils ne conçoivent pas l'arrêt de sevrage tabagique. Et donc, je vais commencer par notre cas clinique. C'est Monsieur S, âgé de 65 ans, qui est ingénieur retraité, qui consulte pour aide de sevrage tabagique. C'est un homme qui a commencé à fumer à l'âge de 20 ans. Il fume à peu près 30 cigarettes par jour. Il est actuellement tabagique 60 paquets année. Il a été hospitalisé au service de pneumologie pour une exacerbation de BPCO, pour laquelle il a été mis sous traitement. Voilà, Monsieur Salah, 65 ans, ingénieur retraité, qui a consulté pour aide de sevrage tabagique, comme je l'ai dit. Il a été hospitalisé il y a 6 mois pour exacerbation de BPCO, pour laquelle, au cours de son hospitalisation, on lui a proposé une aide de sevrage tabagique et on lui a prescrit des patchs. Donc, comme on a les patchs gratuitement, et que pour moi, c'est un billet déjà de donner des patchs gratuitement aux patients, ces patchs, je les a utilisés pendant 3 semaines, mais il a repris sa consommation 10 jours après la sortie à cause d'un craving intense. Donc, il vient, tout en disant qu'il veut arrêter de fumer, mais il n'y arrive pas. Il veut protéger de sa famille. Dans les antécédents, il a essayé 3 tentatives d'arrêt dans la dernière date d'il y a 5 ans. La durée était de 1 mois par des substituts nicotiniques et des gommes. C'est un père d'un garçon, il est marié. Donc, au cours de cette première consultation d'aide au sevrage tabagique, quels éléments on va réunir et dans quel objectif? Donc, comme on n'a pas trop le temps, je vais passer rapidement. C'est essentiellement le bilan de la situation du tabagisme et surtout expliquer, connaître la dépendance du tabac. Bien sûr, la situation personnelle du fumeur, l'histoire avec la cigarette, son niveau d'intoxication, de la dépendance et du craving, les motivations, pourquoi il vient, les motivations à l'arrêt, il est dans quel stade de Prochaska et déclémenté, et surtout voir les comorbidités associées, que ce soit psychologiques, somatiques ou autres. Surtout aussi créer l'alliance thérapeutique qui consiste à pratiquer la méthode des 4 R, renforcer la motivation du patient, reformuler les propositions et les dires du patient, recontextualiser les situations que expose le patient, faire le résumé en fin de consultation, ceci tout en créant une collaboration avec une participation active du patient, des questions ouvertes, voir ses attentes. Et ceci nécessite une compétence thérapeutique, que ce soit d'être enthousiaste, ouvert à l'entente. Il ne faut pas dire qu'on est un peu pressé, c'est pas le jour. Donc, être disponible et avoir une certaine compétence. Donc, on va voir aussi quelles sont les attentes de notre patient au cours de cette consultation et exposer avec lui les choix thérapeutiques, quels sont les moyens disponibles, expliquer la gestion des situations critiques et le craving et engager la stratégie d'aide de sevrage tabagique. Pour notre patient, son bilan, il n'utilise pas d'autres substances psychoadditives. C'est un patient qui n'a pas de comorbidité cardiovasculaire. Il est suivi en pneumologie pour BPCO, groupe E. Donc, la dernière, on va voir la nature des exacerbations, le traitement de fond, quand même un petit bilan tant qu'on est pneumologue de son état respiratoire. Notre patient est symptomatique, il a une dyspnée stade 2 MMRC, il a une bonne observance du traitement de fond.
À l'interrogatoire, parmi les antécédents, on note 2 antécédents psychiatriques à type de trouble de l'humeur pour laquelle on lui a prescrit un traitement par Rosal, mais que le patient n'a pas pris de façon régulière parce que il était somnolent et a pris du poids. Sur le plan aussi général, il est maigre, c'est quelqu'un qui ne mange pas correctement, il saute son petit déjeuner, il est sédentaire, donc depuis qu'il est en retraite, presque de la maison, il est très attaché, il fait quelques courses et il y a quand même un isolement social. Donc, quelles sont les informations qui aussi manquent dans cette observation dans l'histoire du tabagisme pour compléter le bilan clinique du patient? Bien. Moi, comme d'habitude, je mets les pieds dans le plat. Alors, il y a une question qu'on ne pose jamais, ses rapports avec sa femme. Parce que l'effet du tabac sur la sexualité est très important. Et je vous assure que c'est un élément qui joue énormément. Et à aucun moment, on a entendu le côté sexualité dans le tabagisme. Parce que la première question, il vous dit oui, c'est vrai, ça a diminué. Et pour ceux qui ont arrêté, ils vous diront oui, c'est vrai, ça s'est amélioré. Et ça a en effet un impact beaucoup plus important que les trucs théoriques qu'on peut lui creuser. Vous avez raison, si Jaloul, mais en voyant un peu, justement, j'allais l'aborder parce que, pas de façon directe, parce que j'imagine quand on trouve une femme à la consultation et qu'on est un homme, c'est difficile d'avouer vraiment les problèmes sexuels. Mais il faut qu'on pousse plutôt l'interrogatoire. En tout cas, pour notre patient, on cherche sa motivation à l'arrêt. Pourquoi il vient? Il vient parce que déjà, les motivations, c'est essentiellement parce qu'il trouve que sa santé se dégrade. Sa femme vient d'être opérée d'un cancer du sein. Et donc, elle est en cours de traitement par chimiothérapie et radiothérapie. Il est inquiet pour sa famille et il a un enfant de 19 ans qui est bachelier. Et donc, pour lui, sa famille est la principale préoccupation. Il ne veut pas mourir et surtout, il ne veut pas arrêter d'un seul coup parce que c'est le seul moyen anti-stress et de plaisir. Donc, je veux arrêter, comme je l'ai dit, je n'y arrive pas et je veux protéger ma famille. Donc, j'imagine que c'est une situation fréquente dans notre consultation. Et maintenant, on va passer, bien sûr, après le bilan somatique et l'interrogatoire, au bilan du tabagisme. Donc, le bilan du tabagisme, obligatoirement, dans la consultation, on fait le test de dépendance à la nicotine, le Fagerström. Donc, on a 6 questions. Pour notre patient, ces 6 questions peuvent être faciles. Pour notre patient, il a un score de dépendance à 6 et le time pour la première cigarette, time for first cigarette est de 5 minutes. Donc, c'est déjà un bon indicateur d'une forte dépendance à la nicotine. Si on est pressé et qu'on n'a pas vraiment le temps de faire le Fagerström avec les 6 questions, on peut aussi poser ces 2 questions qui sont de bons indicateurs d'une forte consommation, comme on l'a vu ce matin. Et pour notre patient, on voit très bien qu'il a un score à 5 qui est quand même témoin d'une forte dépendance. Puis, on va passer au test de motivation, le test de Richmond, pour voir un peu si vraiment le patient est motivé ou pas. Pour notre patient, ce score, il est à 7. Donc, on est face à un patient qui est très dépendant, motivé et qui ne veut pas arrêter d'un seul coup. Bien sûr, les situations de craving qui étaient un motif aussi de rechute, une raison, pardon, de rechute, ce questionnaire qui est téléchargeable, qui comporte 12 items, qui explore plusieurs dimensions, la dimension l'émotionnelle, les attentes du patient, les compulsions et l'anticipation. Ce score est très élevé chez notre patient, il est à 51, ça témoigne d'un craving qui est important. Donc, puis on va passer au test d'anxiété-dépression. Le score HAD qu'on pratique de façon très courante dans notre consultation, que ce soit pour le tabac ou pour autre pathologie, on va chez notre patient, il est très anxieux avec un score quand même de dépression à 14. On a pris l'avis de nos consoeurs psychiatres. Donc là, ils ont un score, un index, le Beck Depression Inventory, qui est un plus spécifique. Là, c'est sa version réduite qui comporte 13 items parce que la version longue comporte 21 items. Et pour ce patient, ça donne une idée plus précise sur la dépression somatique. Et vous voyez, pour chaque question, on pose au moins 4 questions de façon différente, 5 questions même de façon différente. Et chez notre patient, ce score, il est à 17. Ça témoigne quand même
même d'une dépression qui est sévère. Pardon, dépression sévère, oui. Donc, une fois on a diagnostiqué la dépression, il faudra chercher un trouble bipolaire. C'est important parce que les troubles dans la dépression fait partie des troubles bipolaires et donc c'est pas notre affaire, c'est essentiellement l'affaire des psychiatres. Devant tout épisode dépressif, il faudra chercher le trouble bipolaire. Si on a plusieurs questions, oui, là il faudra réaliser le test d'hypomanie de angst. Donc si on a un score élevé, ça témoigne aussi. Il faudra chercher par la suite si le patient présente un risque suicidaire et donc, c'est des scores essentiellement de psychiatres, c'est pas notre affaire. En tout cas, pour notre patient, la conclusion, pas de bipolarité, il n'y a pas de risque suicidaire. Donc, au total, si on veut résumer, pour le test d'évaluation et d'aide à la prise de notre patient, il est très dépendant avec un craving intense. Donc, la première cigarette, il la prend dans les 5 premières minutes. Il y a une dépression importante. Il a un CO expiré 45 ppm. Il a fumé avant de venir à la consultation, 1 heure avant, 10 cigarettes. Donc, ça témoigne déjà d'un état anxieux. Et comme je l'ai dit, devant tout trouble de l'humeur, il faudra chercher s'il y a une bipolarité. Et vous voyez, notre patient, il a juste une dépression. C'est largement suffisant. Voilà, en synthèse, pour tout patient qui se présente en consultation d'aide au sevrage tabagique. Ça résume, il faudra suivre cet algorithme. L'âge, les antécédents, le bien-être, les comorbidités, etc. Donc, les motivations, surtout l'usage d'autres substances psychoaffectives, chercher une anxiété, dépression, donc à l'adresser s'il faut, chercher aussi voir il est dans quel stade de préparation pour l'aide, quel stade de processus est déclémenté avant de faire le point. Donc, au terme de ce bilan, pensez-vous qu'on est face à un patient, un fumeur difficile? Voilà. Donc, ça veut dire quoi, un fumeur difficile? Donc, le hardcore smoker, donc il y avait des définitions qui sont, c'est pas que pour le tabagisme, pour le tabac, il s'agit, c'est des gens qui ne veulent pas ou ils sont en échec répété d'arrêt. Donc, c'est des fumeurs qui sont malades du tabagisme ils fument pendant au moins 5 ans, qui ont une consommation de plus que 20 cigarettes par jour ou un score de dépendance supérieur à 7. Ils ont une comorbidité psychiatrique associée ou un usage de substances psychoadditives selon le score des CM5. Donc, ils ont une forte identité de fumeur sans elle ne soit pas moi, je suis fumeur. Et ils n'ont pas l'intention ni le désir d'arrêter dans les 6 mois à venir. Ça représente à peu près 5 à 16% des fumeurs. Donc, si on voit un peu la prévalence, la fréquence des troubles psychiatriques chez les fumeurs, on voit très bien que les troubles psychiatriques en population générale sont en fréquence non négligeable. Pour la dépression, ils sont chez les fumeurs quotidiens, les troubles dépressifs presque le double par rapport à la population générale. Et les fumeurs quotidiens, vie entière, donc ils représentent plus que 59% en cas de dépression. C'est un chiffre qui est alarmant. Et donc, ces fumeurs dépressifs, ils ont quelques particularités. C'est surtout des hommes. J'ai vu, c'est de race blanche aussi. Ils ont des niveaux de formation et revenus inférieurs. Ils vivent souvent seuls ou sans activité professionnelle. Ils sont souvent limités dans leur consommation et peu consommateurs de soins médicaux et dentaires. Donc, ils vont qu'en cas de nécessité. Ils sont, sur le plan tabagique, ils ne sont pas convaincus que la toxicité tabagique est à l'origine de leurs problèmes. Le début est souvent précoce du tabagisme. Ils n'entendent pas ou ne voient pas les messages de prévention du tabagisme. Niveau de consommation et dépendance sont supérieurs. Ils sont peu convaincus d'être dépendants au tabac et souvent il y a la consommation de cannabis ou d'autres drogues associées. Donc, c'est vraiment une population spécifique qu'il faut prendre en charge de façon différente par un fumeur classique. Au terme de cette consultation, première consultation pour notre patient, on a la dépendance forte, le craving élevé, motivation à l'arrêt présente, mais la confiance en soi, elle est réduite. Il a un trouble dépressif avéré. Ce patient veut réduire la consommation avant l'arrêt, ce qui est justifié, c'est le choix du patient. Et donc, on est
face à une situation qui est fréquente chez nos fumeurs BPCO en pneumologie. Ils sont têtus, ils ont une anxiété et dépression qui est élevée, des comorbidités associées. Et donc, quelles sont les propositions thérapeutiques chez ce patient BPCO avec dépression? Est-ce qu'on va proposer une prise en charge psychiatrique et reporter le sevrage jusqu'à stabilisation? Est-ce qu'on va démarrer le sevrage tabagique tant que le patient est prêt et motivé et le trouble dépressif sera équilibré une fois le sevrage est réussi? Et quels sont les moyens de sevrage qui sont validés qu'on peut prescrire chez un patient BPCO dépressif? Donc, on a vu un peu la littérature pour voir ce qui a été validé et non validé chez les fumeurs tabagiques qui ont des troubles psychiatriques et qui ont aussi une BPCO associée. Et donc, les résultats sont controversés en ce qui concerne la réussite chez les patients qui ont une dépression. Donc, le taux d'arrêt est plus faible chez les patients avec un trouble anxieux dépressif. Souvent, on fait 5 à 7 tentatives avant l'arrêt définitif en moyenne. En moyenne, la durée la majorité des rechutes surviennent dans les 3 mois, voire même dans les 2 jours. Et la motivation, la distribution des stades des changements est la même que ce soit avec ou sans dépression. Les symptômes de sevrage sont plus marqués. Humeur dépressive, les troubles de la concentration. Les périodes de stabilisation sont les meilleures pour envisager stabilisation psychiatrique sont les meilleures pour envisager l'arrêt. Et donc, la prise en charge psychiatrique est souvent longue avec une bonne acceptation du sevrage si on est sous antidépresseurs. Donc, il faudra peut-être attendre, patienter avant d'entamer le sevrage tabagique. Pour les interventions thérapeutiques, il faut combiner le traitement de sevrage tabagique et le traitement psychothérapeutique, pharmacologique de la dépression, accorder la priorité au traitement antidépresseur, être attentif aux antécédents de dépression, de risque de la détecter, la traiter, et surtout attention au surdosage après le sevrage, le surdosage aux antidépresseurs. Parce que, en voyant un peu la littérature, on voit très bien que le fait de fumer réduit la concentration plasmatique des antidépresseurs. Et donc, presque tous les antidépresseurs ont leur concentration plasmatique diminuée. Donc, lors de sevrage, il y a un risque de surdosage. Et donc, il faudra adapter le traitement antidépresseur. Et donc, les stratégies recommandées sont identiques pour les fumeurs, que ce soit que le patient avec ou sans dépression. Mais il faut être un soutien plus intensif par le professionnel, surtout de santé et son entourage, que ce soit médical ou non médical, et surtout stratégie de prévention des rechutes, de craving, plan de réduction et surtout validé avant l'arrêt complet. Le traitement pharmacologique est fortement recommandé et donc on va voir quand même pour la cigarette électronique qui est de plus en plus utilisée pour les patients qui ont une dépression et une BPCO. Donc pour notre patient, Monsieur S, on a proposé une réduction de la consommation aidée par les substituts nicotiniques, les patchs avec des gommes. On a prescrit du Rosal, vu qu'il a un état dépressif avéré, un entretien motivationnel avec une thérapie cognitivo-comportementale avec notre cancer psychiatre et une éducation thérapeutique, vu qu'il a une BPCO pour le régime alimentaire, pour la kiné de drainage bronchique et pour garder une activité physique, même avec une marche quotidienne. Donc, en voyant un peu les interventions sur le sevrage tabagique, vous voyez très bien dans cette revue Cochrane qui date déjà de 2013, pour les patients qui ont des antécédents ou une dépression active, on voit très bien que les interventions psychosociales, c'est-à-dire l'entretien, les thérapies cognitivo-comportementales, dans tous les cas qu'on a une dépression active ou ancienne, apportent un plus. Mais malheureusement, elles sont très coûteuses, elles demandent beaucoup de temps. Pour les substituts nicotiniques, dans cette étude randomisée qui a regroupé 322 fumeurs, que ce soit avec des substituts nicotiniques et des thérapies ou placebo, on a constaté que dans le groupe où il y avait un sevrage tabagique pharmacologique, on a, pour ces patients chez qui on a prescrit des patchs pendant 6 semaines, puis réduit de moitié à 14 pendant 2 semaines, puis 7 pendant 2 semaines, on voit très bien que l'abstinence est réussie même à 18 mois
après le début de l'étude. Pour les patients qui ont rechuté, on a poursuivi cette aide au sevrage tabagique par le bupropion qui a montré beaucoup de bénéfices dans l'aide au sevrage tabagique. C'est les patients qui ont une dépression. Pour le bupropion, le Ziban, il est très supérieur chez les patients qui ont, par rapport aux substituts nicotiniques dans l'aide au sevrage tabagique. Mais ils sont surtout, ils ont un effet important chez les patients qui ont des antécédents de dépression qu'une dépression active. Pour cela, il faudra peut-être, pour réussir un sevrage tabagique, d'associer le bupropion avec un inhibiteur de la tel que les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, autre antidépresseur. Pour le Champix, qui a été malheureusement retiré en Tunisie en 2011, donc le Champix, quel que soit le patient avec ou sans antécédent psychiatrique, il y a toujours une réussite, il est beaucoup plus supérieur dans la réussite de sevrage tabagique que par rapport aux autres traitements, par rapport aux autres moyens de sevrage. Donc vous voyez très bien, pour les patients non psychiatriques, pour les patients psychiatriques, il y a toujours un bénéfice du varenicline par rapport au patch, par rapport même au bupropion dans l'aide au sevrage tabagique. Maintenant, pour la cigarette électronique, il reste un grand débat de discussion, comme on l'a vu tout à l'heure. En fait, dans cette petite cohorte qui inclut 48 BPCO, parmi eux, il y avait des gens qui avaient des antécédents de dépression. Tous les deux étaient consommateurs d'au moins 20 cigarettes journalières. Pour les patients BPCO qui ont consommé de la cigarette électronique, on voit très bien que la consommation journalière de cigarettes a diminué de façon très importante à 24 mois. De même, il y a une nette différence significative dans le nombre d'exacerbations, dans le score, dans le score symptômes et dans le test de MASH 6 minutes. Ça reste un moyen qui reste, s'il est bien prescrit, bien sûr, ça peut aider les gens, surtout qui ont une dépendance comportementale très importante, à aider au sevrage tabagique. Après 6 semaines de cette stratégie, c'est-à-dire traitement antidépresseur, réduction de la consommation journalière de cigarettes et de thérapie, ce patient ne fume que 10 cigarettes par jour. Il se sent mieux, il dort bien, tolère parfaitement les patchs. Sa femme, son fils et son kiné n'arrêtent pas de l'encourager et en même temps de le surveiller. Donc maintenant, il a un score HAD à 5 de dépression, 6 de dépression, 5 d'anxiété. Il ne pâtit plus pour la réduction de consommation. Maintenant, il veut arrêter. Il se sent prêt à arrêter. Il est plus motivé par rapport à la consultation initiale. Qu'est-ce qu'on va lui proposer? C'est sûr, maintenant, la décision d'arrêt est licite, c'est le choix du patient. On lui a laissé le choix de choisir. Donc maintenant, la stratégie de réduction, elle a atteint ses objectifs. Et donc, pour ce patient, il faudra prescrire obligatoirement les patchs et arrêter immédiatement. Bien sûr, il faudra un suivi très rapproché pour un patient qui est très spécial. Il faudra ajuster la posologie AJ7, diminuer de façon très progressive, en tout cas, minimum 12 mois de suivi avec une prévention et une gestion de la reprise et les échecs. Donc la prise en charge au total de notre fumeur difficile comprend 3 étapes. Bilan initial du fumeur difficile ou pas, quel que soit, il faudra créer une alliance avec les choix et les alternatives thérapeutiques. Il faudra savoir comment on va prendre en charge ce sevrage tabagique sans manque ni craving et surtout préparer la prévention de la reprise pour mieux l'éviter. Et pour cela, il y a un algorithme qui est proposé par les sociétés françaises. Donc, à la consultation initiale, on va évaluer la dépendance, le craving, l'usage d'autres substances psychoadditives. Il faudra aussi chercher obligatoirement les troubles de l'humeur, que ce soit par les scores qui ont été proposés, mais il y a d'autres scores qui sont spécifiques de l'adolescent et autres. Surtout, si le patient ne présente pas des troubles de l'humeur ni antécédents de dépression, il faudra faire le sevrage. Sinon, ça dépend. Il faudra chercher le trouble de l'humeur s'il existe avec un risque de dépression lors du sevrage. Dans ce cas, il faudra motiver si l'arrêt est si la motivation est insuffisante, renforcer la motivation, renforcer
proposer la réduction préalable de la consommation aidée par les substituts nicotiniques. Et maintenant, il faudra au moins plus que 80% de la consommation journalière réduite pour dire qu'on est vraiment efficace. Et si la motivation à l'arrêt est suffisante, dans ce cas, il faudra surtout prendre en charge la dépression s'il existe. Et donc, si on a des antécédents de dépression, il faudra voir avec le psychiatre s'il faudra reprendre l'antidépresseur, proposer un autre, mais qu'on ne dispose pas dans notre pays, tel que l'ibupropion. Et bien sûr, en cas de survenue d'une dépression au cours de sevrage, à la phase d'arrêt ou de suivi, il faut chercher bien sûr, aidé par le psychiatre, un avis spécialisé des psychotropes. Bien sûr, le suivi doit être prolongé plus que 12 mois, bien sûr, pour chercher. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et voici qu'est-ce qui arrive quand notre patient poursuit les plantes. Il va mourir à la fin, c'est sûr. Merci, Dr Gargouri, pour cette excellente présentation. Donc, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sinon, question pour Imen. Oui. Je voudrais savoir quelle a été la dose que vous avez prescrite à votre patient, parce que je n'ai pas bien 21 compris. mg par mètre carré. Oui, 21 mg, c'est une dose très faible. Pour un patient comme celui-là, il faut au minimum 2 fois 21. Au minimum 2 fois 21, avec une association de timbre et de forme orale. Pour pouvoir, c'est pour cela, le gros du problème dans nos consultations, c'est que les patients sont sous-dosés. Et c'est pour cela qu'ils fument et prennent les timbres nicotiniques en même temps, et ils vont penser que les timbres n'ont pas été efficaces, ce qui n'est pas le cas. Juste à la première consultation, ou dès la première consultation, en fait, ils voulaient réduire, ils ne voulaient pas arrêter d'un seul coup, donc on a gardé, vu le nombre qu'il va garder de cigarettes journalières, on a prescrit 21 mg. Non, malgré ça, il faut taper fort pour qu'ils réduisent au maximum le nombre de cigarettes fumées. En fait, on relaxe. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Honnêtement, Anna, je voulais juste ouvrir la parenthèse sur la cigarette électronique parce que j'imagine qu'on était tous, il y en a plusieurs qui étaient au congrès de la CPLF et on a montré que les patients qui veulent arrêter avec la cigarette électronique, si elle est bien prescrite, bien sûr, avec un bon dosage de nicotine, ça peut aider beaucoup de gens au sevrage tabagique et on a même montré que dans le programme de sevrage, il y avait même un tabacologue qui était belge qui a dit que c'est une prescription médicale maintenant, la cigarette électronique. C'est vrai qu'il fait le tour des magasins, il contrôle le dosage de nicotine, mais les choses ont changé. La cigarette électronique, même avec de la nicotine, les arômes, ça a donné beaucoup de résultats dans le sevrage tabagique par rapport aux autres moyens de sevrage. C'est vrai, mais... C'est un moyen de réduction du nombre de cigarettes quelquefois, mais ce n'est pas une méthode de sevrage. Au contraire, ceux qui fument la cigarette électronique, la plupart du temps, passent aux double consommation de la cigarette et de la cigarette électronique. Et il n'y a pas... Là, voilà, il faut quand même une durée. Hein. En tout cas, l'atelier, j'ai assisté, il était... Docteur Suisse. Docteur Suisse. Le sevrage tabagique chez les patients PCO est difficile. Très difficile. En général, on associe deux choses. Le traitement d'emblée, le traitement pharmacologique et la prise en charge psychocomportementale par les séances de... Et autre chose, la réduction de la consommation n'est envisagée qu'après avoir donné tout le traitement. L'association des deux, et si jamais au dernier lieu, quand ça ne marche pas, on passe à la réduction. Mais on propose ça, on ne propose pas ça d'emblée.
En tout cas, pour notre patient, son souhait, c'était de réduire. Il n'était pas vraiment très près. Il y avait la dépression. On voulait prendre le temps du problème psychiatrique avant de s'acharner de façon ferme au sevrage tabagique. Donc, il voulait réduire la consommation. Donc, on lui a laissé le temps, en même temps que le temps du Rosal fasse son effet, une réduction avec un substitut nicotinique jusqu'à ce qu'il soit vraiment prêt. Donc, à 6 semaines, il était là, il voulait arrêter à tout coup. Et donc, ça peut marcher parfois. Hein. C'est vrai que chaque fumeur est un cas à part. Ouais. Voilà. Merci. Docteur Maalej. Merci, Dr Gargouri. Moi, je voulais insister par rapport à la cigarette électronique. Certes, il figure parmi les moyens, mais ce n'est pas le bon moyen. Et ce n'est pas le moyen à utiliser en première intention. Oui. Et surtout, vraiment, avant, je l'ai dit tout à l'heure et je le dis maintenant, c'est-à-dire il faut évaluer la raison pour laquelle que le malade vient et demande qu'il se fait aider par les cigarettes électroniques. C'est-à-dire, s'il vient le malade avec... Et souvent, c'est le cas. D'ailleurs, dans les recommandations, il vous dit on peut l'utiliser si le malade arrive, il a déjà commencé la cigarette électronique pour arrêter. D'accord ? Mais sinon, ce n'est pas un moyen qu'on va proposer au cours de la consultation. Donc, si le malade arrive avec son cigarette électronique et lui, il veut arrêter aussi bien la cigarette électronique que le tabac classique, on peut aller dans le même sens et l'aider par les aides à les substituts sous forme de patch transdermique. Mais s'il vient avec la cigarette électronique pour remplacer la cigarette classique, là, il ne faut pas lui conseiller. Donc, il faut vraiment le message par rapport à la cigarette électronique soit basé sur cette notion-là. Il l'utilise pour substituer ou pour arrêter. Ça, c'est très important. Je suis avec vous, surtout pour les gens qui ont une dépendance comportementale très importante. Il y a des gens qui disent qu'il fait cigaro. Donc, il y a des gens qui sont très dépendants sur le plan psychocomportemental. Donc, ça peut aider. Tant qu'on n'a pas vraiment de patch disponible dans les pharmacies, et je suis contre que le DSSP fournisse à l'hôpital des patchs gratuits, parce que tant qu'on prescrit, les patients, quand on a des patchs disponibles à l'hôpital, on a des gens qui viennent en consultation de façon importante, ils sont très motivés pour arrêter de fumer. Donc on leur prescrit pour une semaine, pour 14 jours, puis on ne voit plus les patients la plupart des cas. Honnêtement, dès qu'on n'a plus de patch, on ne voit plus les patients. Tant que le patient ne paye pas ses patchs, on ne peut pas dire qu'on réussit vraiment un sevrage tabagique.